Le soleil du Chiapas ne chauffe pas. Il brûle. Il tombe comme du plomb sur la place du village. Sur les toits en tôle, sur les visages de pierre des gens. Le silence est un personnage à part entière dans cette histoire. Un silence qui accuse, un silence qui condamne. Au centre de la place, une famille, un homme, une femme, 2 enfants. Ils ne regardent personne. Leurs yeux sont fixés sur la poussière qui s'élève à leurs pieds. Il n'y a pas de juge en toge. Il n'y a pas de jury. Il n'y a pas d'avocat. Le juge, c'est le peuple. Le jury, c'est la peur. Et le verdict a déjà été écrit dans le cœur de tous, avant même que le premier mot ne soit prononcé. Je m'appelle Padre del Valle, et ceci est Realidad Mexico. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne concerne pas un crime. Elle concerne le procès. Un procès qui ne s'est pas déroulé dans un tribunal, mais à ciel ouvert. Un procès où la seule loi était la rumeur et la seule preuve, la haine. Si vous pensez que l'indifférence est le poison le plus lent et que le silence des bons est plus dangereux que le cri des oppresseurs, restez. Abonnez-vous. Car ce que vous allez entendre vous glacera le sang et vous obligera à vous demander où s'arrête la justice et où commence la barbarie. Pause. Bruit de pas sur de la terre sèche. L'histoire est parvenue aux oreilles d'Adrian. Adrian n'était ni policier, ni avocat, ni journaliste. C'était un instituteur rural. Un jeune homme qui croyait que les livres pouvaient construire des ponts là où les hommes ne faisaient qu'ériger des murs. Elle lui est parvenue comme un murmure. Une note anonyme glissait sous la porte de sa petite école à classe unique. À San Juan del Silencio, une famille est en train d'être assassinée vivante. Aidez-les. San Juan del Silencio. Le nom était déjà un avertissement. Un village perdu dans les replis de la Sierra. Un endroit qui n'apparaissait pas sur les cartes. Ni la loi, ni la pitié. Adrien sentit son estomac se nouer. Une peur froide, primitive. Mais l'image de ses élèves, de leurs petits visages pleins d'espoir, le poussa à agir. À quoi bon enseigner la lecture s'il ne pouvait pas lire l'injustice qui flottait dans l'air? Il rangea la note. Le lendemain, il dit à ses élèves qu'il serait absent pendant quelques jours. Il remplit un sac à dos avec de l'eau, de la nourriture et un cahier vierge. Il ne savait pas ce qu'il allait y écrire. Il ne pouvait imaginer que ces pages seraient remplies du récit d'un enfer. Le voyage fut long. Des heures dans un bus délabré qui sentait le diesel et la résignation. Puis, à pied, le chemin s'effaçait. Il se transformait en un sentier envahi par les mauvaises herbes. Le soleil était un marteau. Le silence de la montagne était total. Un silence qui n'apportait pas la paix, mais la tension. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Quand il aperçut les premières maisons de San Juan del Silencio, il ressentit un soulagement qui se transforma en inquiétude. Le village ressemblait à une vieille carte postale. Des maisons en adobe, des toits de tuiles rouges, une petite église à la peinture écaillée. Mais il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas d'enfants qui jouaient. Il n'y avait pas de femmes qui balayaient les entrées. Il n'y avait pas d'hommes qui discutaient à l'ombre. Seulement des regards. Des regards qui le suivaient depuis derrière les rideaux usés. Des regards qui le jaugeaient. Qui le jugeait? Adrian se dirigea vers la place centrale. Son cœur battait fort. Chaque pas était un effort. L'air était lourd, épais. Et puis il les vit, au centre de la place, isolés par un cercle invisible de mépris. La famille, le père, Elias. Un homme qui semblait avoir 100 ans, alors qu'il ne devait pas dépasser la quarantaine. Son dos était voûté, ses mains tremblaient, son regard était vide. La mère, Rosa. Assise par terre,
serrant ses genoux dans ses bras. Elle se balançait lentement, d'un mouvement presque imperceptible. Comme un animal blessé attendant la faim. La fille, Luna. Elle devait avoir 16 ans. Son visage était un masque de terreur contenue. Elle serrait les poings si fort que ses jointures étaient perles blanches. Elle regardait le sol comme si le monde entier était un abîme sur le point de l'engloutir. Le fils, Santiago. Il devait avoir environ 10 ans. Il se cachait derrière sa sœur, agrippé à sa robe. Seuls ses yeux dépassaient, grands, noirs, remplis d'une confusion qui brisait le cœur. Tout le village était là. Ils ne criaient pas. Ils n'insultaient pas. Ils se contentèrent de regarder. Leur silence était une arme, un poison qui les tuait lentement. Adrian s'approche. Un pas, 2 pas. Un homme âgé, au visage sillonné de rides comme la terre sèche, se dressa devant lui. Il ne dit rien. Il leva simplement la main, un ordre silencieux. « Ne t'en mêle pas, étranger. » Le message était clair. C'est à nous. C'est notre justice. Adrian s'arrêta. La peur lui monta à la gorge, un goût métallique. Il sentit le poids de centaines de regards posés sur lui. Une pression physique, insupportable. Il voulait courir. Il voulait crier. Il voulait disparaître. Mais alors, il vit les yeux de Santiago. L'enfant le regarda un instant. Et dans ce regard, il n'y avait pas seulement de la peur. Il y avait une question. Toi aussi? Cette nuit-là, Adrian dormit à la périphérie du village. Ou plutôt, il essaya de dormir. Chaque craquement de branche, chaque ululement de chouette était une menace. Le froid de la montagne lui pénétrait les os, mais ce n'était pas un froid naturel. C'était le froid de la haine, le froid de la solitude absolue. À l'aube, il retourna sur la place. La scène était la même. La famille au centre. Le village qui surveillait. Mais quelque chose avait changé. Quelqu'un avait placé une affiche devant la famille. Des lettres grossières, peintes au charbon. Incestueux. Le mot flottait dans l'air. Sale. Lourd. Définitif. Adrian fut pris d'une violente nausée. Inceste. Le tabou ultime. Le péché qui n'a pas de nom. L'accusation qui n'a pas besoin de preuves. Ce simple mot était une condamnation à mort. Il s'approcha d'une femme qui lavait du linge dans un lavoir public, à une distance prudente de la place. « Bonjour » dit-il. Sa voix était étrange, faible. La femme ne leva pas les yeux. Elle continua à frotter les vêtements contre la pierre. « Que s'est-il passé » demanda Adrian. Silence. Le seul bruit était celui de l'eau et du tissu. « S'il vous plaît, je veux juste comprendre. » La femme s'arrêta. Elle leva lentement la tête. Ses yeux étaient ternes, sans vie. « Ils souillent la terre, » murmura-t-elle. « Ils attirent la malédiction. » « Mais qu'ont-ils fait? Y a-t-il des preuves ?» La femme cracha par terre. « La preuve, c'est la honte, » dit-elle, avant de retourner à son travail. « La preuve, c'est la honte. » Adrian sentit que le monde s'écroulait. Il n'y avait aucune logique, aucune raison, seulement une croyance ancienne et tordue. Une superstition devenue loi. Ce jour-là, le procès public commença, pas avec des mots, avec des actes. Personne ne leur donnait d'eau. Personne ne leur donnait à manger. Lorsque le soleil était à son zénith, Elias, le père, se leva péniblement. Il marcha vers la fontaine au centre de la place. Tout le village retint son souffle. Alors que sa main tremblante était sur le point de toucher l'eau, le vieil homme qui avait arrêté Adrian s'approcha. Il ne le frappa pas, il ne le poussa pas.
Il se contenta de se placer devant la fontaine et de le regarder. Elias recula, vaincu. Il retourna auprès de sa famille et s'assit dans la poussière. Adrian a dû détourner le regard. Il avait la gorge tellement serrée qu'il pouvait à peine respirer. Il a sorti sa bouteille d'eau. Il voulait courir vers eux, leur donner. Mais il savait que s'il le faisait, la colère du village se retournerait contre lui. Et il ne pourrait aider personne. Il était pris au piège, spectateur de l'horreur. Sa main tremblait tandis qu'il essayait d'écrire dans son carnet. 2e jour. Ils sont en train de mourir de soif. Le village regarde. Dieu n'est pas là. Dans l'après-midi, l'humiliation devint plus cruelle. Un groupe d'enfants, poussés par leurs parents, s'est approché du cercle invisible. Ils ont commencé à leur lancer des petits cailloux. Ils n'étaient pas assez gros pour blesser gravement, juste pour les humilier, pour leur rappeler qu'ils étaient moins que des animaux. Une pierre a frappé Luna au front. Un petit filet de sang a commencé à couler sur sa tempe. Elle ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Elle ferma seulement les yeux plus fort. Santiago, le petit garçon, a laissé échapper un sanglot étouffé et s'est complètement caché derrière elle. Le père, Elias, fit un mouvement pour se lever, pour protéger sa fille. Mais la mère, Rosa, qui n'avait pas bougé de toute la journée, posa une main sur son bras. Une main fine, presque squelettique. Elle l'arrêta. Son regard semblait dire « Non. Si tu réagis, ce sera pire. » Adrian n'en pouvait plus. Il se leva et quitta la place. Il marcha sans but, s'enfonçant dans la montagne. Il s'appuya contre un arbre et vomit. Il vomit son impuissance, sa rage, son désespoir. Le goût amer dans sa bouche était celui de l'humanité pourrie. Comment tout cela avait-il commencé? C'était la question qui le rongeait. Au cours des jours suivants, Adrian devint une ombre. Il observait de loin. Il écoutait les chuchotements. Il essayait de reconstituer le puzzle. Peu à peu, l'histoire de l'horreur commença à prendre forme. La famille d'Elias n'était pas originaire de San Juan del Silencio. Elle était arrivée 5 ans auparavant, fuyant la violence qui régnait dans son ancien village. Ils avaient acheté un petit lopin de terre à la périphérie. Ils étaient travailleurs. Silencieux. Ils gardaient leur distance. Ils ne participaient pas aux fêtes du village. Ils n'allaient pas à l'église. Leur foi était différente, plus personnelle, et le village ne la comprenait pas. Ce fut leur premier péché. La différence. Puis vint la sécheresse. Les puits se sont asséchés. Les récoltes ont été perdues. La famine commença à sévir. Les villageois cherchaient une explication, un coupable. Leurs regards se sont posés sur les étrangers. Depuis leur arrivée, la terre est maudite, ont-ils commencé à dire. La rumeur s'est répandue comme une mauvaise herbe. Elias et sa famille se renfermèrent encore davantage dans leur petit monde. Leur isolement devint la preuve de leur culpabilité. Luna, la fille, s'épanouissait. Elle était magnifique. Une beauté silencieuse, mélancolique. Elle ne parlait pas aux garçons du village. Elle lisait les livres qu'Adrian lui avait prêtés lors d'une de ses visites dans la région, avant que tout n'explose. Son intelligence, sa réserve, ont été mal interprétées. Elle est arrogante, disaient les femmes au marché. Elle se croit meilleure que nous, disaient les hommes. Le ressentiment couvait. Le dernier clou dans le cercueil fut une maladie. Une étrange épidémie qui tua plusieurs chèvres du village. La panique s'empara de tout le monde. Le vieil homme, chef officieux du village, appelé Don Carmelo, convoqua une assemblée. Adrian l'apprit par un jeune homme qui, en cachette et mort de peur, lui raconta l'histoire en échange de quelques billets.
Don Carmelo a dit que les mauvais esprits vivaient dans cette maison, lui a chuchoté le jeune homme. Il a dit que la sécheresse et la maladie étaient une punition. Nous avions besoin d'une raison pour cette punition, une grande raison. Et puis, quelqu'un a lancé le mot « inceste ». Personne ne sait qui a été le premier. Cela a fait l'effet d'une étincelle dans une grange. En quelques heures, cela s'est répandu dans tout le village. Il n'y avait pas besoin de preuves. Cela avait du sens dans leurs esprits terrifiés. Pourquoi s'isolaient-ils? À cause de leur secret coupable. Pourquoi la fille n'acceptait-elle aucun prétendant? Parce que son père la possédait. Pourquoi le fils était-il si timide et craintif? Parce qu'il voyait l'abomination. La logique de la haine est simple, implacable. Ils ont construit un récit parfait, un récit qui justifiait leur peur et leur donnait un objectif pour leur rage. Le procès sur la place publique n'avait pas pour but de découvrir la vérité. C'était un rituel, un acte de purification. En expulsant la famille, ils croyaient purifier la terre, se sauver eux-mêmes. Adrian sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas un lynchage. C'était un sacrifice humain, lent, méthodique, public. Avec son carnet rempli de notes, l'horreur gravée dans sa rétine, Adrian savait qu'il ne pouvait rien faire seul. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin du système. Il quitta le village dans l'obscurité de la nuit. L'image de la famille, tremblant de froid au milieu de la place, le hanterait à jamais. Il leur laissa un sac avec du pain et de l'eau à proximité, dans un endroit où il espérait qu'il le trouverait sans être vu. Un petit geste. Inutile. Désespéré. Le voyage de retour fut une course contre la montre. Il arriva à la ville la plus proche, San Cristobal de las Casas, en sueur, sale, le désespoir dans les yeux. Son premier arrêt fut le bureau du ministère public. Il a attendu 2 heures sur une chaise en plastique cassé. L'air sentait le vieux papier et le café rance. Finalement, un fonctionnaire à la moustache tachée de café l'a appelé. Il s'appelait Licenciado Benitez. Adrian parla rapidement, avec urgence. Il lui raconta tout. Le village, la place, la famille, le panneau, la faim, la soif, les pierres. Maître Benitez écoutait sans changer d'expression. Il tapotait des doigts sur une pile de dossiers. Quand Adrian eut terminé, à bout de souffle, le fonctionnaire soupira. Un soupir d'ennui, d'agacement. « Écoutez, jeune homme, » dit-il en ajustant ses lunettes. « Avez-vous une plainte officielle signée par la victime? Comment pourrait-il signer quoi que ce soit? Ils sont séquestrés par tout un village. Ils sont terrifiés !» s'exclama Adrian. « Sans plainte, il n'y a pas de crime à poursuivre. » Il pourrait s'agir d'une question d'usage et de coutume, dit Benitez en ouvrant un dossier au hasard. La loi protège l'autonomie des communautés autochtones. Ce n'est pas de l'autonomie, c'est de la torture. C'est une violation des droits humains les plus fondamentaux. L'avocat le regarda pour la première fois. Un regard froid, vide. « Remplissez ce formulaire, » dit-il en faisant glisser un papier sur le bureau. C'est le formulaire de plainte citoyenne. Formulaire F12. Soyez clair et concis. Une fois que nous l'aurons traité, un enquêteur sera désigné pour évaluer la situation. Cela peut prendre quelques semaines. Des semaines. Ce mot résonna dans la tête d'Adrian comme une condamnation à mort. Il ressentit une vague de rage impuissante. Le système n'était pas là pour aider. Il était là pour gérer, pour classer la tragédie dans des dossiers. Il quitta le bureau avec le formulaire inutile à la main. Le papier lui semblait aussi lourd que de la cendre.
Le grincement de la porte en se fermant fut comme le son de l'espoir qui s'éteignait. Il n'abandonna pas. Il se rendit à la Commission nationale des droits de l'homme. L'endroit était différent, plus propre, plus moderne, climatisé. Il fut accueilli par une femme élégante, la directrice Sotomayor. Elle lui offrit un verre d'eau. Elle lui sourit avec une gentillesse professionnelle. Adrian raconta à nouveau son histoire. Cette fois-ci, plus calmement. Il montra ses notes. Il décrivit le visage des enfants. La directrice Sotomayor écoutait en hochant la tête. Son visage affichait une expression de préoccupation parfaitement étudiée. « C'est terrible, monsieur. »« Comment vous appelez-vous »« Adrian. Adrian Morales. »« Monsieur Morales, ce que vous nous racontez est profondément préoccupant. Nous vous remercions de votre engagement civique. » Elle fit une pause. Adrian eut un mauvais pressentiment. « Cependant, poursuivit-elle, la question des communautés autonomes est épineuse. Notre intervention pourrait être perçue comme une atteinte à leurs traditions. Cela pourrait exacerber le conflit. » « Conflit ? Ce n'est pas un conflit. C'est un massacre au ralenti. Une famille va mourir. »« Je comprends votre passion, » dit la directrice sans sourire. « Ce que nous pouvons faire, c'est lancer un protocole de médiation. Nous enverrons un anthropologue pour qu'il rédige un rapport sur la dynamique culturelle de San Juan del Silencio. C'est la première étape. » « Un rapport ? Un anthropologue ? Vous avez besoin de la police. Vous devez les secourir immédiatement. » La directrice se cala dans son fauteuil en cuir. Le bruit était doux, coûteux. « Nous avons les mains liées par les procédures, monsieur Morales. La bureaucratie, vous savez, c'est un mécanisme de protection pour éviter les erreurs. » Elle lui tendit une carte de visite. « Laissez-nous vos coordonnées. Nous vous tiendrons informés de l'avancement du rapport. » Adrian resta les yeux fixés sur la carte. De l'encre brillante sur du carton épais. Un symbole de la distance infinie entre son bureau climatisé et l'enfer poussiéreux de cette place. Il sentit un froid glacial lui envahir la poitrine. La bureaucratie n'était pas un bouclier. C'était un labyrinthe conçu pour que la justice s'y perde. Son dernier espoir étaient les forces de l'ordre. La police d'État. Il trouva le commandant de service dans une caserne bruyante et chaotique. L'homme était corpulent, avec un visage qui semblait sculpté dans le granit. Il sentait la sueur et l'autorité. Adrian, déjà épuisé, raconta l'histoire pour la 3e fois. Sa voix était rauque. Le commandant l'écouta debout, les bras croisés. « Voyons voir, mon garçon, » dit-il quand Adrian eut terminé. « Y a-t-il eu des coups de feu ? Non. Des couteaux ? Des machettes ? Non, c'est de la violence. »« Quelqu'un est mort ?» l'interrompit le commandant. « Pas encore, mais... »« Alors il n'y a pas de crime à poursuivre, » déclara le commandant. « Je m'occupe des délinquants, pas des ragots du village. Quand quelqu'un saigne vraiment ou quand il y a un cadavre, appelez-moi. En attendant, j'ai des choses plus importantes à faire. » Il se retourna et se mit à crier des ordres à un subordonné. C'était fini. Adrian resta là, au milieu du chaos du commissariat. Le bruit des radios, des téléphones, des voix, se transforma en un bourdonnement sourd. Le système n'avait pas échoué. Il avait fonctionné à la perfection. Chaque porte s'était fermée. Chaque fonctionnaire avait rempli son rôle. Celui de détourner, celui de reporter, celui d'ignorer. L'indifférence était la politique officielle. Il sortit dans la rue. Le soleil de la ville lui semblait aussi cruel que celui du village. Il s'assit sur un banc, abattu. Le monde continuait de tourner. Les gens marchaient, riaient, faisaient leurs courses. Et à quelques heures de là,
une famille s'éteignait en silence, condamnée par ses voisins et abandonnée par l'État. Adrián pleura. Il pleura de rage, d'impuissance, de solitude. Il savait qu'il était seul dans cette situation. Pause. Bruit du vent et des grillons nocturnes. Nous ne savons pas exactement comment cela s'est terminé. Adrián n'est jamais retourné à San Juan del Silencio. L'histoire se perd dans le silence même qu'il a engendré. Certains disent que, désespéré, Adrián a contacté un groupe d'activistes indépendants, qu'ils sont venus une nuit, en secret, et ont emmené la famille loin de là. Qu'ils les ont emmenés loin, dans un autre état, où ils ont pu recommencer une nouvelle vie sous d'autres noms. D'autres racontent que la famille n'a pas tenu le coup. Qu'un matin, la place s'est réveillée vide. Qu'Elias, Rosa, Luna et Santiago se sont simplement évaporés dans la montagne, dévorés par la nuit et le désespoir. Et il existe une troisième version, la plus sombre. Que le village, voyant que sa punition ne produisait pas la catharsis souhaitée, a décidé d'accélérer la fin. Et qu'une nuit, le silence a été rompu par des cris que personne ne voulait entendre. La seule chose certaine est ce qu'Adrián a vu ensuite. Quelques mois plus tard, une nouvelle perdue dans les pages intérieures d'un journal local parlait d'un conflit foncier à San Juan del Silencio. La parcelle qui avait appartenu à la famille d'Elias avait été répartie entre les membres les plus influents de la communauté. La terre avait été purifiée et elle était à nouveau productive. La place du village est aujourd'hui identique. Le soleil continue de brûler. Les maisons en adobe sont toujours debout. Les enfants jouent là où une famille a autrefois été condamnée. Personne n'en parle. Le souvenir a été enterré avec la dignité de 4 êtres humains. La véritable tragédie n'est pas seulement ce qui s'est passé sur cette place. C'est l'écho des portes qui se ferment dans les bureaux du pouvoir. C'est le soupir ennuyé du fonctionnaire. C'est le sourire professionnel de la directrice. C'est le dos du commandant. Le véritable monstre n'est pas seulement la foule ignorante et effrayée. C'est le système conçu pour ne pas voir, pour ne pas entendre, pour ne pas agir. Un système qui transforme des citoyens désespérés en dossiers. Et les tragédies humaines en rapport que personne ne lira. L'histoire de la famille d'Elias ne figure dans aucun dossier officiel. Mais elle est ici, dans l'air que nous respirons, dans la conscience d'un enseignant rural qui n'a plus jamais été le même, et maintenant dans la vôtre. Je suis Padre del Valle, et rendez-vous à la prochaine Realidad Mexico.